là où on a eu presque 10 ans de transition, avec les jeunes qui s'adaptent rapidement à cette éducation populaire de la transition digitale, on peut avoir des génies de la Silicon Valley. Dans Lady vous écoute, aujourd'hui, nous sommes ravis de vous retrouver. Nous allons parler de l'inclusion numérique à portée de tous. Alors, on entend dire des choses, on voit tout le monde faire des choses d'une manière formidable. On ne comprend pas forcément. Et quand on veut s'y mettre soi-même, on découvre qu'on a peut-être deux bras gauche. Comment va-t-on faire? C'est l'occasion d'avoir des solutions et de découvrir cet univers quand même. Le numérique, on en entend beaucoup parler, mais peut-être qu'il faut qu'on revienne sur les fondamentaux. Nous avons des invités sur le plateau, mais avant de les découvrir, une fois n'est pas coutume, je voudrais vous emmener avec une vidéo introductive de notre sujet, voir de qui il s'agit, de quoi s'agit-il. Restez bien avec vous, à tout de suite. Bonjour, je suis Anna Mbeng, j'habite dans le 18e arrondissement de Paris depuis 20 ans. J'ai eu l'opportunité de créer une association afin d'aider les habitants à s'approprier les outils du numérique. Et en 2015, en créant cette structure-là, j'ai pu réussir à fédérer des partenaires comme la ville de Paris, des partenaires comme Paris Habitat, la préfecture, en leur proposant une solution réfléchie qui nous permettait d'approcher les habitants à travers leur smartphone. Et la solution a été co-construite avec la ville de Paris, a été co-construite avec le bailleur Paris Habitat, qui nous a permis d'expérimenter cette solution en 2019, avant le confinement. L'opportunité qu'on a eue en mettant en place ce dispositif-là, pendant le confinement, on a vu l'engouement qu'il y avait par rapport à la solution de s'approprier la transition digitale à travers le smartphone. Et aujourd'hui, on travaille avec plus de 4 bailleurs au niveau de Paris qui croient vraiment aussi, comme nous, que la transition peut s'effectuer tout doucement avec les smartphones. Ce qui se passe avec les smartphones, c'est que c'est un outil adapté qui a besoin juste, on a besoin d'une connexion Internet et surtout de maîtriser cet outil. C'est là où on a positionné cette notion de sensibilisation et de formation, où la personne en venant vers nous, probablement ne maîtrise pas l'architecture du téléphone, ne maîtrise pas comment installer des applications, ne maîtrise pas gérer son abonnement. Et étape par étape, l'association Alaï va pouvoir installer des applications administratives comme France Connect, Doctolib, installer des applications comme Amélie, les démarches administratives dématérialisées. On prend le support du smartphone afin de donner une autonomie aux habitants et de l'autre côté, expliquer aussi le fonctionnement du smartphone. Voilà, donc vous avez découvert cet univers avec lequel nous allons pouvoir ensemble en découvrir encore plus. Merci déjà de trouver nos invités. Anna Mbeng, bonjour. Bonjour. Vous étiez dans la vidéo, vous êtes la directrice fondatrice de l'association Alaï. Merci d'être venue nous parler de ce que vous faites. Et vous n'êtes pas venue toute seule, vous êtes avec Christophe Doligé. Bonjour Christophe. Bonjour. Vous êtes conseiller numérique au sein de l'association Alaï. Vous aussi, vous allez nous en dire des choses. Et puis à vos côtés se trouve Rodia Mbaye. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef d'entreprise et vous êtes membre de Business Femmes Active, c'est bien cela? Tout à fait. Et nous ferons le lien avec l'association Alaï tout à l'heure. Alors, le sujet que nous proposons à nos téléspectateurs, c'est de pouvoir s'y retrouver. Il y a tous ces outils de cette époque nouvelle, simplement pas grand monde ne les utilise de manière optimale. On sait tout juste faire un mail et c'est déjà beaucoup, alors qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient, bien plus de choses encore que l'on pourrait faire. Pour en revenir à vous, Anna Mbeng, qu'est-ce qui vous motive lorsque vous vous mettez à proposer cela au public du 18e arrondissement où vous habitez, où se trouvent vos bureaux? Comment cela vous vient-il? Ne nous dites pas que c'est un rêve de petite fille, il n'y avait pas encore le numérique à ce moment-là. Oui, ça c'est vrai. Effectivement, hein, c'est une solution qui est venue pendant mes congés de maternité. J'étais dans une boîte où on intervenait dans des entreprises, de très grandes entreprises. Et la dernière, c'est plutôt l'assistance publique des hôpitaux de Paris. On travaillait au niveau de l'architecture réseau de la PHP où on a plus de 42 hôpitaux qui se sont regroupés. Et d'autant plus que j'habite dans le 18e arrondissement, quand on parle du numérique, les habitants te disent, moi, j'ai un virus, je ne comprends pas pourquoi il y a un virus dans un ordinateur ou bien dans mon téléphone. Pourquoi on me dit que ça bug? C'est quoi bugger? En fait, ce sont des éléments très subtils
où nous, en tant qu'habitués des outils, on a cette aisance-là de pouvoir comprendre et travailler dessus. Par contre, quand tu as une maman en face de toi qui te pose des questions très élémentaires, mais tellement fondamentales sur la transition digitale, on voit très bien que c'était un moment où je me suis posé des questions. Est-ce que je continuais à interagir avec les machines ou bien est-ce qu'il fallait faire cette transition et pouvoir accompagner plusieurs personnes sur cette transition digitale. Une transition humaine déjà. Une transition humaine et non une transition digitale, effectivement. Alors, nous reviendrons, merci pour cette première présentation, nous reviendrons sur ce 18e arrondissement. Amis téléspectateurs, ne vous sentez pas loin du 18e arrondissement car il a pour particularité, et nos invités nous le diront bien mieux que moi, d'avoir des populations qui viennent pratiquement de toute la planète. Je voudrais vous laisser, Christophe Deliger, nous dire quelle est votre première rencontre avec l'association Alaï au sein de laquelle aujourd'hui vous êtes conseiller numérique. Quand j'ai découvert un Mbeng pour l'association Alaï, elle m'a tout de suite fait confiance. Elle n'a pas cherché les diplômes, mais plutôt l'empathie, aller vers les gens. Ma connaissance informatique, smartphone, tout ça, c'est beaucoup pesé dans la balance pour être conseiller numérique au sein de l'association. J'ai fait mon diplôme que j'ai obtenu, donc j'en suis fier. Et maintenant, je peux aider les personnes défavorisées au niveau du numérique, des plateformes pour le smartphone, l'ordinateur à l'apprentissage, pour les accompagner dans leur CV, pour leur démarche administrative, dans leur démarche pour l'emploi. On est là aussi pour apporter un bien-être à ces personnes, leur dire que oui, on va les aider, qu'on va leur donner de l'autonomie, une certaine autonomie pour aller sur les applications basiques, comme Amélie, consulter son compte, la CAF, s'actualiser à Pôle emploi pour ne pas perdre ses droits. Tout ça, c'est des applications où les gens ont peur d'aller et de mal faire. Et de mal faire et de se retrouver encore plus en difficulté voilà. qu'avant d'avoir touché cet outil. Alors, nous aimons tout savoir dans Lady vous écoute, mais qu'est-ce qui fait que vous alliez vers l'association Alaï ou vers Madame Bank? Comment ça s'est passé? Vous aviez, vous aussi, des besoins par rapport à l'usage de l'outil numérique ou bien? Alors moi, j'ai un parcours atypique. J'ai été infographiste dans la publicité pendant 25 ans. J'ai eu des problèmes de santé et tout, je ne travaillais plus. Et je cherchais quelque chose pour me rapprocher des gens et de pouvoir travailler. Je suis président d'un conseil syndical où j'habite, où là j'aide les gens, j'aide les personnes âgées aussi pour leur démarche. Dans ma famille, j'aide beaucoup les gens aussi, j'aide ma femme à comprendre les smartphones. Et tout ça, ça a beaucoup plu à Anna parce que c'est vraiment l'empathie, l'autonomie et aller vers les autres, c'est le plus grand la des bienveillance. C'est le plus grand des diplômes au-dessus des autres diplômes parce Voilà. qu'on peut être hyper qualifié, mais s'il manque de l'empathie, nous parlions tout à l'heure de transition humaine déjà, de garder le contact avec les uns et les autres avant que de rentrer dans tout ce que ce siècle propose. Et vous en êtes bien la preuve. Merci à votre tour pour cette première présentation. Rodia, vous avez la parole. Je le disais tout à l'heure, vous êtes membre de Business Femmes Actives et je voudrais vous laisser le soin quand bien même Anna est en face de vous. Parlez-nous du lien qu'il y a entre l'inclusion numérique à portée de tous, l'association Alaï et Business Femmes Actives, justement. Alors, Business Femmes Actives, moi, je pense que, en fait, toute femme, surtout ici en France, a sa place là-bas parce que on va pas, Anna, personnellement, ne va pas faire la différence entre celle qui a déjà concrétisé son projet et celle qui est en train d'accoucher son projet tout simplement. Parce qu'on est un groupe de femmes où on se booste mutuellement, on s'entraide mutuellement, on se parle. Par exemple, moi qui viens de commencer bientôt une émission littéraire, et ça se trouve que dans Business Femmes Actives, il y a des écrivaines. Bah, pourquoi pas ne pas les inviter?
Ça se trouve que dans Business Active, BFA, pardon, il y a des artistes qu'on peut, je ne sais pas, aider à faire des expositions, les aider aussi à vendre leurs produits à travers le net, à travers des événements par-ci, par-là. En fait, on s'entraide et ça, je trouve que on en a besoin parce que on sait que quand on est une femme active, gérer la famille pour celle qui gère un mari, des enfants et tout un boulot, c'est pas évident. Donc parfois, on a besoin de soutien, de sororité tout simplement. En tout cas, moi, je suis très fière et contente d'être dans Business Femmes Actives et j'appelle toute personne qui nous regarde de nous rejoindre parce que ce sera que bénéfique pour nous tous. L'union fait la force. Alors, l'oignon fait la force, comme disaient les grands-mères. Vous êtes chef d'entreprise, Oui. Vous nous en parlerez tout à l'heure. Comment faites-vous le lien entre votre engagement dans cette association, donc, puisque Business Femmes Actives, c'est une association que vous avez créée à Nambeng. Quel lien y a-t-il pour vous entre ce que vous faites, la femme chef d'entreprise que vous êtes, et l'usage du numérique, justement? Je pense que le lien qu'on a que j'ai avec ça, c'est déjà l'Afrique. La volonté, parce qu'elle se bat dans le 18e et partout en fait, où elle peut aider des femmes. Mais aussi, il ne faut pas oublier que Business Femmes Actives, il y a aussi ce réseau de femmes, mais ce n'est pas que des femmes qui sont en France ou bien en Europe. Il y a des femmes qui sont dans le continent. Et moi, là où on se rejoint, c'est notre amour et notre engagement et notre détermination pour que l'Afrique s'en sorte, mais particulièrement la femme africaine puisse s'en sortir, quel que soit l'endroit où elle se trouve, que ce soit dans le continent ou bien que ce soit en Europe ou, je ne sais pas, un autre continent. Pourquoi pas? Voilà, je pense que... Lady vous écoute, @gmail.com. Si vous voulez participer à notre émission, nous suggérer des sujets ou nous donner votre point de vue sur les échanges que nous avons avec nos invités, ne manquez pas de nous écrire. Nous partageons les messages avec nos invités du jour. Anna Benk, je reviens à vous. Vous avez quand même une actualité et nous ne voulons pas faire un crime de lèse-majesté puisque tout de même vous avez reçu un prix tout récemment, un trophée. Vous auriez voulu nous l'emmener, mais bien mieux que le trophée, nous avons la vidéo, c'est la remise du trophée. Si vous êtes d'accord, nous allons regarder cela ensemble avant de vous redonner la parole. Nous regardons donc notre remise du trophée pour découvrir ce qui s'est passé avec cette histoire du numérique pour tous. L'association Alaï a mis en place 6 projets afin d'accompagner l'inclusion numérique pour le public très éloigné de la transition digitale. Cette dernière impacte toutes les couches de la société. Nous avons implémenté le projet Paris Pied d'immeuble numérique pour habituer les apprenants à être autonomes face à l'accès aux droits à l'éducation numérique en famille. Depuis 2015, nous avons soutenu près de 10 000 personnes lors d'accompagnements individuels et collectifs en organisant des cafés-débats, conférences et ateliers. L'objectif aujourd'hui est d'essaimer et de partager notre expérience afin de déployer la solution Paris Pied d'immeuble numérique dans tous les quartiers de Paris et Île-de-France. Notre devise, le numérique à la portée de tous. Alaï et Stéphanie Denval-Dupuis, adjointe au maire du 9e arrondissement, chargée de l'économie sociale, solidaire et circulaire et au numérique. On a créé avec l'association Alaï un impact pour les familles qui concernent l'éducation numérique. Merci à ma famille, merci aux proches, aux amis. Merci aux enfants Raphaël et Angela. Avec vous, on a créé beaucoup sur le projet de l'éducation numérique. Vous savez, quand on crée un projet, il y a les pros qui nous encouragent, mais surtout les partenaires qui croient en nous. Merci à la ville de Paris. Merci à ces petites mains qui font qu'aujourd'hui on est là. Croyons fermement que le digital n'est pas fait que pour ceux qui ont Bac plus 10, Bac plus 5. D'autant plus que la société est en train de se transformer. Nous avons l'obligation d'accompagner ceux qui sont les plus fragiles. Et ça permettra encore une inclusion beaucoup plus agréable pour l'ensemble de la société. Merci à vous toutes et merci encore.
Merci à ces petites mains. Je suis issue de cette diaspora qui est des fois invisible, mais qui fait aussi cette couche de la société. Je vous remercie, on vous voit, on sait ce que vous faites tous les jours. On aime Paris, on aime la ville et on habite ici. Merci pour l'inclusion et l'inclusion de l'ESS. Da domani arriverà la tranquillità, da domani tornerà la serenità e domani noi saremo liberi di voi, liberi di voi, liberi di voi, liberi di voi, di voi. Nous aurons donc vu ce qui s'est passé dans cette vidéo. Et là, vous aviez la présentation de l'inclusion numérique. Dites-nous en plus, pour qu'on revienne au trophée tout de même. Je vais y arriver. D'accord, ok. Pourquoi un trophée? Pourquoi, quand on fait son travail et on le fait bien, pourquoi tout d'un coup on a un trophée? Pourquoi le trophée? Je pense que c'est un engagement. En fait, on est dans une société où aujourd'hui, c'est une génération qui vit la 4e révolution. Et généralement, c'est d'abord la technologie, l'expansion de cette technologie qui fait que, par exemple, des sociétés vont se greffer, les institutions vont se greffer dessus. Et généralement, les parents pauvres, c'est plutôt les publics. Et sur ce public-là, il y a des gens qui sont très éloignés du numérique. Ce qui fait que, par exemple, des acteurs, des actrices comme l'association Alaï vont essayer d'apporter une réponse. Et cette réponse-là a sa place parce que si on prend cette transition digitale, il y a le grand public aujourd'hui qui est le parent pauvre de cette transition digitale. Il y a plusieurs années, on disait qu'on a à peu près de 17 millions de Français qui ne maîtrisent pas ou peu ces outils. Aujourd'hui, on en est à 13 millions. C'est énorme, 13 millions de Français qui ne maîtrisent pas ou peu. Il faut savoir que sur cette transition digitale où on est amené à sensibiliser, à accompagner le grand public à ne pas perdre leurs droits, mais surtout à être bien par rapport à l'usage du numérique, il faut que ces gens puissent bénéficier de tout ce qu'on a d'acquis sur la vie en quelque sorte. Parce que cette précarité où aujourd'hui, dans les quartiers politiques de la ville, les gens ont des difficultés de précarité sociale, on ajoute une couche qui est la précarité numérique, ça isole encore ceux qui n'ont pas accès aux droits communs. Au-delà de cela, aujourd'hui, il y a 2 ans, on nous a parlé d'intelligence artificielle. Une couche encore de plus. Ce qui veut dire que pour les 5 ans à venir, on a d'énormes dysfonctionnements. On a même un gap à résoudre et ça ne fait que s'amplifier. Alors que je dis régulièrement qu'on a des millions et des millions d'entreprises à créer sur tout ce qui est transition digitale, sur tout ce qui est numérique et les institutions ont l'obligation d'accompagner le grand public parce que quand je suis cuisinier, quand je suis par exemple maçon dans une entreprise, je me dis que probablement je n'ai pas besoin de cette transition digitale. Mais à un moment donné, je vais à France Travail. À France Travail, il me faut un CV, une lettre de motivation. C'est très basique pour, par exemple, 70% ou bien à 90% de la population. Mais par contre, les 10% qui représentent 10 millions de personnes, il faut imaginer la souffrance quand on te dit que tu vas à France Travail et qu'on dit à la personne, prends la souris, la personne soulève la souris. Déjà, si elle n'a pas peur des souris, on va commencer par là. Voilà. Oui, on marche dans la vérité. Dans Lydie vous écoute, dites-moi la souris. Quelle souris? Quoi une souris? Je monte sur la table et je m'en vais en courant. Très bien. Bien. On va revenir sur cet aspect. Quand vous parliez du nombre de millions de Français et vous parliez de la fracture numérique, j'ai envie de ne pas laisser sur le bord du chemin nos téléspectateurs qui justement sont sur le continent. Ce que vous décrivez là, Anna, est bien plus exacerbé encore pour ceux qui sont sous d'autres cieux. Quand par exemple les outils ne sont pas disponibles, on a beaucoup parlé de smartphone, le téléphone dont on dit qu'il est intelligent. Ne serait-ce pas un pied de nez ou même une injure bientôt à l'intelligence humaine avant que l'autre, dite intelligente artificielle, arrive en courant?
Que faire quand on est donc sur le continent pour ne pas rester laissé pour compte de tout ce que vous dites? Vous parlez de la politique de la ville, de ceux qui gouvernent, qui doivent accompagner cette dynamique, mais la fracture numérique, elle demeure néanmoins, hélas. Effectivement. Au niveau du continent, vous savez, je vais parler de cette diaspora-là. Je vais parler de l'expertise que la diaspora a et qui voudrait partager avec le continent. Je disais la semaine dernière, j'étais au Sénégal, à Dakar, et précisément dans mon quartier là où j'ai grandi. Dans votre 18e à Dakar. À 18e à Dakar, Kermassar, dans la banlieue sénégalaise. J'allais dire dans la banlieue parisienne, mais c'est surtout dans la banlieue dakaroise. Ce qui veut dire la même chose. Voilà, ce qui veut dire la même chose. C'est qu'on ne change même pas. En fait, les institutions, là-bas, la transition, c'est encore beaucoup plus poignant parce que l'administration même a besoin de s'approprier ces équipements-là. Quand on est au niveau, par exemple, de la Guinée qu'on a créé, transformer un fichier Word en PDF, vous imaginez, on n'est pas en 3e génération, 4e génération d'Internet. On ne parle même pas de 5e génération. Il faut savoir que à partir de cette infrastructure-là, on parle d'équipement. Les institutions ont besoin d'être formées. Les personnels administratifs ont besoin d'être informés. Et on ne parle même pas encore du grand public, où il y a une rupture entre cette pédagogie administrative où j'ai besoin de faire un traitement dématérialisé alors que rien des dispositifs techniques ne permet de le faire. J'aimerais qu'on revienne quand même sur le nom de l'association. Vous êtes du Sénégal, Rodia, c'est bien cela. Alors, Halaï, qu'est-ce que c'est? L'arbre à palabres. Mais pourquoi elle ne me répond pas, Rodia? C'était pour moi la question. Non, mais je pensais que c'était à Anna. J'avais dit Rodia. Ah, il ne faut pas discipliner nos invités. C'est parce que je voulais, moi, parler de l'école sous l'arbre. On va y arriver. On a des images en plus, on a des arbres, voilà. Donc, l'arbre à palabres, quand même, a la particularité de pouvoir rassembler initialement que des hommes, mais les époques changeant et les injustices cessant, voilà que sous l'arbre à palabres, il n'y a pas seulement que des hommes, il y a aussi des femmes. Et puis, sous le grand arbre, il y a l'école. Parce que quand vous décrivez ce que vous faites dans le 18e, ce que je vois, et on voit là, Halaï, là, votre logo, c'est un arbre, Halaï. Et sous cet arbre-là, dans le 18e arrondissement où vous êtes, il y a toute catégorie de public. L'injustice sociale est une imposture. Et quand donc les citoyens reprennent à leur compte le travail de la politique de la ville, comme vous dites, j'ai pas envie de dire de ceux qui gouvernent, mais des institutions, ça n'est pas peu de choses. Est-ce que vous vous sentez investi finalement d'un pouvoir, on va le dire, même si ça n'était pas votre intention initiale, Christophe? Oui, on est quand même investi pour aider les gens. Et on est formé pour ça, pour en fin de compte pallier tous les problèmes que les gens ont dans l'administration. J'aimerais vous entendre, pardon de vous interrompre, sur l'empathie que vous décriviez tout à l'heure, parce que autant on peut être formé pour acquérir des compétences techniques, autant l'empathie, c'est une disposition de cœur, d'esprit et de la personne qu'on ne peut apprendre nulle part ou qu'on peut acquérir, qu'en pensez-vous? L'empathie, on l'a ou on l'a pas. L'empathie, ça se développe quand on est auprès des gens. Je le vois très bien quand on a les usagers, les apprenants. Nous, à l'AI, on est là, toute l'équipe, on est avec eux. Ça veut dire que quand on va leur expliquer comment ça fonctionne, s'il faut leur expliquer 10 fois, 11 fois, 12 fois, on va continuer. Vous êtes patient. Voilà, il faut être patient, persévérant pour eux, mais patient et gentiment, on va les amener à comprendre de leur manière. Par exemple, quand je suis venu à l'AI, il y avait une collègue qui nous a dit « Oui, souris, clic droit ou clic gauche ». Et il y a des personnes qui ont du mal avec le clic droit et le clic gauche. Elle dit il faut leur dire souris côté cœur, souris côté écriture. Il faut simplifier les mots pour qu'ils puissent comprendre.
Parce que l'empathie, c'est bien. Écouter, c'est bien. Mais il faut leur donner aussi l'envie d'apprendre, mais à leur rythme et comme ils veulent. Et comme ils peuvent, vous l'avez dit, hein, et cela, je veux croire que cela vous marque, amis téléspectateurs, que les gens puissent comprendre à leur manière, parce qu'il n'y a pas une seule manière de comprendre. Tout ça n'est pas une science exacte, sinon cela se saurait. Il est des personnes qui ont des critères tout à fait différents. Vous disiez côté cœur, on pourrait encore se demander, est-ce que j'ai bien écouté ma maîtresse à l'école, est-ce qu'il est à gauche on peut dire une phrase simple en se disant ça va de soi et découvrir que en réalité, ça ramène la confusion ou ça fait remonter des choses enfouies où on était déjà embarrassé à d'autres époques. Alors, cet arbre à palabres, je le disais, c'est vous qui aviez la parole, Rodia, vous me l'avez rendu sans que en espérant que je ne vous voyais pas faire. C'est donc Halai, c'est un arbre. Oui. Et sous cet arbre, un arbre, normalement, il produit des fruits. Et un de ces fruits, qui n'est pas seulement l'inclusion numérique, si j'ai bien compris, c'est aussi Business Femmes Actives. J'ai entendu ce que vous avez présenté. On va parler de l'entrepreneur que vous êtes. Qu'est-ce qui vous a emmené à rentrer dans l'entrepreneuriat et ensuite dans le domaine qui est le vôtre que nos téléspectateurs vont découvrir? Ce qui m'a amené dans l'entrepreneuriat, en fait, on va dire que c'est une continuité d'un métier que j'ai pratiqué, exercé pendant au moins une vingtaine d'années en tant que mannequin professionnel. Ça ne se voit pas. C'est pas grave. Et donc, oui, et après, toujours dans la mode, bon, j'ai eu la chance de travailler dans les médias. Et je pense qu'en fait, tout a commencé sur une chronique qui s'appelait à l'époque L'œil de Khoudia, à Tantine, Télé Sud, que tu dois connaître. Et puis, je reprends cette même chronique à Africa numéro 1, que j'appelle Traditions africaines. Et je faisais le tour du continent et de sa diaspora à aller chercher dans les pratiques ancestrales, que ce soit dans la spiritualité ou par exemple, si on prend un objet en commun que tous les Noirs connaissent, ça peut être la calebasse, la cola ou un truc tout simple. Pas que les Noirs. Encore que vous seriez... Oui, non, mais en fait, je veux dire tous les Noirs dans le sens où je parle des Noirs de la diaspora, du continent et de nos ancêtres excentrés, leur descendance. Donc, du coup, je me dis, mais waouh, en fait, on peut trouver ça là et trouver la même chose ailleurs. Et pourtant, en fait, il y a une différente et multitude de façons de l'utiliser, mais la base, elle est commune. Et donc, plus je creuse là-dessus, plus ça me donne envie de me dire, mais ma transition, ce sera dans la mode. Plus vous creusez dans le fond de la calebasse, plus vous y trouvez des trésors. Exactement. Les trésors de votre transition. Et donc, c'est ça qui a fait naître ma marque, qui m'a amenée à l'entrepreneuriat. Oui. D'où, moi, en fait, je me base sur la même chose, la même continuité, c'est-à-dire, au lieu de parler de l'histoire de l'Afrique, de sa culture, maintenant, j'essaie de l'exprimer à travers mes créations, des habits, des bijoux, et puis voilà. Alors, vous avez un site internet, il faut en donner les coordonnées à nos téléspectateurs qui, après l'émission, vont aller regarder ce que vous faites. Alors, www.jaljali, J-A-L-J-A-L-I, je lis Jaljali, mais ça se lit Jaljali en Wolof, qui veut dire ceinture de perles, les armes de séduction à l'africaine, que tout le monde connaît, bien sûr. Donc, vous parlez Wolof. Point. Parce que je vous laisse sur l'histoire de l'arbre, vous ne vouliez rien nous dire. Merci pour cette présentation. Alors, retournons-en donc à cette inclusion numérique qui est à la portée de tous. Est-ce que c'est vraiment à la portée de tous? Parce que c'est une signature de votre association, du travail que vous faites, mais le constat que vous avez, est-ce que véritablement c'est à la portée de celui qui veut? Parce que, encore faut-il comprendre qu'on est délaissé pour compte de quoi que ce soit avant que de désirer se mettre à jour. Je ne sais pas pour vous, mais peut-être que 2025 est l'année qui se devra être numérique, digital, appelez-le comme vous voulez, ou ne le sera pas, pour cesser d'être en marche, de se sentir en marche. Parce qu'il y a peut-être aussi là et la prise de conscience et la responsabilité individuelle de vouloir se mettre à jour. Effectivement, le numérique à la portée de tous, c'est le slogan, parce que tout le monde a un potentiel d'acquérir ses capacités, le potentiel d'acquérir cette connaissance afin de pouvoir tout simplement vaquer à ses occupations. Pourquoi? Parce que auparavant, il y a toujours les cahiers, mais aujourd'hui, il y a une partie de la vie active, de la vie tout court qui se passe
sur la machine, sur les téléphones. Et il suffit des fois d'une petite pédagogie pour que la personne soit autonome et qu'on libère. Nous, on n'a pas vocation de garder les gens dans nos formations en apprentissage. Oui. Vraiment, ce sont des modules bien calibrés de 6 ateliers. La personne vient, on lui donne une formation et généralement, ça se passe bien. Et en crescendo, on va prendre d'autres modules parce que, comme l'a dit tout à l'heure Christophe, cet aspect de pédagogie donne à la personne une confiance. Et cette empathie, je pense que ce qui fait le succès de l'association Alaï, c'est qu'on ne juge pas la personne par rapport à des critères. Toute personne qui franchit la porte de l'association Alaï, qui entre dans nos bureaux, on lui rassure, on lui dit que vous avez résolu 90% de votre problème. Parce que psychologiquement, tu t'es levé, tu as dit qu'aujourd'hui, je vais me former en informatique. Et à partir de là, la déclinaison se fait beaucoup plus rapidement parce que la pédagogie, c'est que la personne a appris des choses de gauche à droite, mais il n'y a pas une structuration de son apprentissage. Alors que quand tu viens vers nous, on a eu des formations fondamentales qui nous permettent de dire que si la personne vient par rapport à un besoin d'allumer un ordinateur, par rapport à un besoin de faire des démarches administratives, par rapport à un besoin de café débat ou bien de conférence, on sait automatiquement là où on va le positionner. C'est du sur Et c'est mesure, donc. ça qui fait la force. On vient et on accompagne des gens. Alors, je voudrais quand même saisir l'opportunité de parler du Forum du temps libre. Vous y étiez, nous avons une vidéo sur votre présence lors du Forum du temps libre, hein, c'est notre 3e vidéo. Est-ce que, si je vous pose la question, c'est tout de même parce que quand vous dites, si quelqu'un dit « je veux me former en informatique », c'est peut-être beaucoup trop solennel. Quand on sait, par ailleurs, que ces outils sont largement répandus dans notre usage du quotidien et que chacun y va bon an, mal an, peut-être que par cet aspect, cette approche qui ne se veut pas scolaire, qui ne se veut pas une approche d'apprentissage au sens académique, au sens solennel, peut-être que c'est le moyen pour quiconque n'aurait, n'eût été cela, approcher ces outils. Peut-être que c'est un moyen de se dire, je m'en sers déjà, peut-être que je peux faire beaucoup plus de choses avec mon téléphone, qui lui est intelligent bien plus que moi, et ça n'est pas normal. Vous en convenez, j'espère que vous en convenez aussi. sûr. Tout de même, il ne s'est pas fabriqué tout seul ce téléphone, il ne m'a pas fabriqué, il a été fabriqué par un être humain comme moi. Il n'y a pas de raison que les téléphones, que nous considérions que nos téléphones sont beaucoup plus intelligents que nous et fassent des choses que nous ne comprenons pas, d'une part. Et puis d'autre part, il y a cette génération de ce siècle-ci qui est née avec ces choses qui ne les découvrent pas, qui a toujours vu, non pas comme on disait une machine à taper, ni une machine à écrire, mais un téléphone, un clavier d'ordinateur pour faire un certain nombre de choses. Alors on va partir ensemble, si vous le voulez bien, au Forum du temps libre en images et après vous nous en direz quelques mots. On va donc suivre l'association Alaï. Bonjour, je m'appelle Nerline César. Je travaille en tant que médiatrice numérique dans l'association Alaï. Aujourd'hui, je suis dans le forum du temps libre et des loisirs. Aujourd'hui, je vais vous parler de Alaï. C'est une association qui aime aider les personnes à se réconcilier avec l'informatique. Alaï accompagne aussi les demandeurs d'emploi pour les aider dans leur futur emploi. Avec Alaï, tout est possible.
C'est donc l'association Halal sur le parcours du Forum du Temps Libre, je le disais tout à l'heure avant cette image. Est-ce que vous convenez avec moi et peut-être nos téléspectateurs de ce qu'il y a une voie à trouver pour pouvoir se réconcilier avec cette question de fracture numérique ou de, comment disiez-vous tout à l'heure, d'écart entre ceux qui sont déjà des usagers avertis de ces outils et ceux qui ne le sont pas encore, quand on sait que dans leur temps libre, c'est ça que je cherchais, ma transition, est-elle pas belle, ma transition à moi? Dans leur temps libre, donc, chacun a dans le creux de sa main qui son téléphone, qui sa tablette, qui son ordinateur intelligent lui aussi et son téléviseur pour faire beaucoup de choses. Une voie peut-être pour que chacun se sente légitime, mais qu'il n'y ait pas ce syndrome de l'imposteur quand on veut en apprendre plus. Effectivement, je pense que ce qui fait la force de cette transition digitale, ce sont les acteurs sur le terrain qui accompagnent. Parce que de par l'exclusion, on est en train d'exclure une frange de la population. Et cette exclusion fait que les acteurs, c'est-à-dire les institutions, doivent prendre le problème à bras le corps pour qu'on puisse vraiment converger à l'usage du numérique selon notre bon vouloir par rapport aux études, par rapport à la maison, par rapport à nos activités au quotidien. La transition digitale a d'abord impacté les entreprises et aujourd'hui, on est entré dans une transition digitale des familles. Et ces familles-là, je peux donner juste un petit exemple. Oui, bien sûr. En famille, par exemple, on voit des enfants accros du téléphone jusqu'à se bagarrer parce qu'il n'y a pas une éducation numérique. Auparavant, il y avait cette éducation où on disait à l'enfant ne prends pas un bonbon d'une personne qui est à l'extérieur. Aujourd'hui, le bonbon se trouve avec le smartphone. Et au sein de l'association Halal, en illustration, on a créé des cafés-débats où les parents, en groupe de 3, 6, 10, vont s'asseoir. Nous, on va piloter le débat pour leur permettre de partager cette éducation, pour que la parole se libère. Alors dites-le à nos téléspectateurs, vous n'allez pas partir, ils ne viendront pas dans le 18e à Paris, ça coûte un billet d'avion tout seul s'ils sont bien loin. Pour que la parole se libère, oui. Il y a des familles, il y a des enfants, il y a des pas. Oui. Ils sont là. Ah bon, excusez-moi, je ne suis pas habituée. Voilà, moi c'est clair. Aussi. Bon, alors chacun a son petit quart d'heure. Écoutez, non, très sérieusement, que faut-il faire quand, vous l'avez si bien décrit, quand les enfants sont devenus accros à ces outils et ne veulent pas en décrocher à tel point qu'ils ne savent plus faire le lien entre la vie réelle et la vie virtuelle. Que peuvent faire les parents très concrètement? Très concrètement, les parents peuvent mettre des règles respectées d'abord par ces parents-là. Oh bah, vous savez, c'est pas difficile du moment où les parents ne s'en servent pas de ces outils-là. Ah si, les parents s'en servent des fois plus que les enfants. Ceux qui ne s'en servent pas, on va peut-être commencer puisqu'on parlait de fracture. D'accord, ceux qui ne s'en servent pas, sont-ils légitimes d'ailleurs devant leurs enfants? La réalité, c'est qu'ils ne sont pas légitimes. Oui. Et quand un parent vient se former au sein de l'association Halal, qu'on lui donne des mots-clés de pouvoir gérer ces outils à la maison, ça leur donne le potentiel et la possibilité de dire que, mais écoutez, il faut qu'on assainisse la maison par rapport à l'usage du numérique. Mettez les téléphones dans la calebasse. C'est ma calebasse. Et il ne se passe plus rien avec voilà, les téléphones. Voilà, c'est ça. Un temps où, par exemple, on réinstaure le débat communicationnel physique vis-à-vis des frères et sœurs et familles parce que on en connaît des ruptures où une maman, c'est des exemples qui remontent. Une maman a fait une crise cardiaque, l'enfant était devant son téléphone et les premiers secours étaient d'abord ces enfants qui sont tout autour. Quand je parle d'accro, quand je parle par exemple de réalité qu'on a vécue pendant 10 ans, c'est que il faut que ce soit les parents ou les enfants qu'on forme ses parents et ses enfants à une utilisation beaucoup plus saine. Même quand on mange trop, c'est plus bon.
La consommation du téléphone, C'est une pareil. question, c'est une question d'équilibre. C'est une Voilà. question d'équilibre, tout Sauf que simplement. les gens font leur équilibre à leur jauge à eux. Alors, tout de même, Christophe, je voudrais revenir sur ce qui a été dit. Sur cet usage de ces outils-là, est-ce que les gens se voient venir? Parce que quand on ne sait pas s'en servir, on ne risque pas d'être accro. Au moins, on en est certain. Mais à partir du moment où on sait s'en servir, que l'on découvre qu'il n'y a plus de limites, qu'on peut aller jusqu'au bout du monde au travers du clavier, quitte son téléphone, quitte son ordinateur, on trouve le moyen de s'évader et puis d'accéder à des choses auxquelles on n'aurait pas eu accès n'eût été cela. Comment faites-vous pour aider, accompagner avec l'empathie que vous décriviez les uns et les autres? Moi, je vais rebondir sur ce qu'a dit Anna. Rebondissez. Au niveau des enfants, c'est le plus dur et les parents sont démunis. Moi, j'ai parlé avec des mamans au niveau de Café Débat où un enfant de maternelle qui avait 5 ans ne voulait plus manger à la cantine, voulait manger chez lui pour avoir le téléphone en mangeant. Mais- Et la maman Oui, a cédé. parce qu'il faut qu'il mange. Bah, oui, et il faisait des crises. Le problème, c'est que la maman ne savait pas utiliser le téléphone, donc c'est l'enfant qui l'utilisait. Beaucoup de parents ont du mal à utiliser le téléphone, où les démarches administratives sont un peu compliquées, demandent à leur ado de faire pour eux. J'ai vu aussi, Le mentorat inversé. j'ai vu Ce des sont les jeunes qui enfants nous enseignent. prendre le contrôle de l'ENT de l'école. Qu'est-ce que c'est l'ENT? L'ENT, c'est l'espace numérique de travail des écoles. Attention, parce qu'avec numérique, vous parlez charabia maintenant pour tout le monde. Alors, c'est un espace entre l'école, Le promote les et tout ça. parents Ouais, et les enfants, où il y a les notes, où il y a les Mais retards. alors justement, pardon Christophe, restez bien sur l'idée qui est la vôtre. Je voulais vous poser la question, est-ce que quand on dit d'une part que les pouvoirs publics ont laissé beaucoup de laisser pour compte, c'est le cas de le dire, de cette transition numérique, dans le même temps que les institutions, l'école par exemple, proposent que cet espace numérique où il faut pouvoir aller voir les notes des enfants, les devoirs des enfants, que font les parents s'ils n'ont pas accès à ces outils-là, s'ils ne savent pas s'en servir? Est-ce que l'effort ne devrait-il pas venir dans le sens contraire, c'est-à-dire s'assurer que tout le monde sait s'en servir, offrir des formations et après dire désormais on aura un espace numérique si vous voulez savoir pourquoi la maîtresse a dit que c'est sur tel espace. D'accord avec vous, en sachant que la formation, ils vont vous dire, on ne forme plus, nous. Même les agents publics, ils n'aident plus. Donc l'État a dit, on va former des conseillers numériques pour aider la population, les gens démunis, pour les former, pour les aider. Mais l'État s'est retiré de tout ça, met de plus en plus tout à disposition sur Internet. Et pour l'école, c'est de plus en plus compliqué pour les parents qui ne connaissent pas du tout. Donc nous, avec Alaï, Anna, on a fait les cafés débats pour apprendre l'apprentissage de la liaison école-parents avec l'ENT. Comment aussi dire le numérique, il le faut. Il en faut du numérique, mais à bon pas tout. usage. Est-ce que vous êtes pour le tout numérique? Pas du tout. Cela fait du bien d'entendre cela. Parce Pas qu'on du a tout. l'impression que du jour au lendemain, on a dit, pour parler toujours de cette plateforme Pronote, donc où les parents doivent aller voir ce qu'il advient de leurs enfants dans le cadre scolaire, du jour au lendemain, c'était plus le carnet de liaison où il y avait toutes ces informations, c'était dans Pronote. Voilà, et en sachant que ce numérique-là enlève l'humain. On ne se rencontre plus. On ne rencontre plus la maîtresse. On ne rencontre plus les voisins. Les enfants, ils jouent ensemble, mais à des jeux vidéo en ligne. La Ils nuit, vont plus à faire, distance, ils oui, la dorment nuit pas. aussi. Ils vont plus aller faire un match de foot, faire une sortie ensemble, aller au Donc il y, a, cinéma. il y a un isolement qui vient avec cet outil. Voilà. De toute façon, ça a isolé beaucoup de gens et beaucoup de personnes. Et avec le Covid, ça a encore été encore pire.
Bon, le Covid était déjà là pour encourager cet isolement. Et d'aucuns y ont trouvé une voie. Alors, Rodia Mbaye, je voudrais vous le laisser réagir quand même à ces différents points, que ce soit sur ce tout numérique ou pas du tout, et sur le fait que quand arrive une nouveauté, comme cela a été le cas du numérique, tout le monde rentre dedans, mais rien n'est nécessairement fait pour que chacun soit mis à jour. Et en réalité, ça devient la responsabilité de tout un chacun. Si tu as compris, eh bien, il faut que tu te formes. Si tu n'as pas compris, eh bien, tant pis pour toi. Tu restes au fond de la classe, en quelque sorte. Ah ben, je pense que si on veut s'en sortir, il faut suivre la mouvance. Ça dépend aussi de ce qu'on en fait comme utilité. Parce que, par exemple, moi, je sais que j'ai besoin des réseaux sociaux, j'ai besoin d'un site pour pouvoir exprimer mes activités. Donc, j'essaie de me former, même si tu prends une journée, on va voir Anna à Live pour lui dire « Ah, Anna, tiens, il y a ça et ça, est-ce que tu peux m'expliquer ?» Il y a toujours quelqu'un qui peut t'expliquer. Bon, après, c'est à toi de gérer la situation. Par exemple, parce que moi, mon cas, par exemple, mon site, je sais que je le gère tout seul, mais il y a des limites. Mais donc, j'ai retenu dans ce que vous avez dit, Rodia, que vous travaillez beaucoup avec l'Afrique. Oui. Et les besoins, ils sont là-bas déjà pour que quelqu'un puisse accéder à votre site. Il faut que... alors, bon, les jeunes, je n'en parle pas parce que c'est ce qu'ils savent faire bien plus qu'autre chose. C'est pas tous les jeunes. Hein. Et ça n'est pas tous les jeunes, c'est vrai. Les outils ne sont pas toujours disponibles. Comment faire pour pallier à ce qui se crée là, qui est quand même, on parlait de fracture, qui est un fossé, qui fait qu'il y aura toujours des laissés pour compte? Est-ce que vous pensez qu'on va parvenir à un moment de notre ère, et je l'espère, pour ne pas faire de rime, n'est-ce pas, que tout le monde puisse, je ne sais pas, peut-être par enchantement, être utilisateur de ces outils et avec dextérité, vraiment. Mais des associations... Et quand je dis tout le monde, structures... partout sur la planète, je vais rester sur la place parisienne et l'Afrique aussi pour ce qui nous concerne. Moi, comment cela va-t-il arriver? Quand on entend dire qu'il y a des coupures d'électricité, qu'on ne peut pas se connecter, il y a des réalités quand même qui sont là. C'est compliqué. Donc si on veut tout numériser, est-ce qu'on n'est pas soigneusement en train de perdre de vue une réalité? Allah est là pour ça, par exemple, s'il y aura plusieurs Allah qui vont aider, parce que un seul gouvernement, par exemple, si on prend le cas de l'Afrique, qui est encore plus, malheureusement, qui souffre plus de ça, le gouvernement ne peut pas tout gérer, les dirigeants ne peuvent pas tout gérer. Oui, mais ici, par exemple, il y a aussi des aides, il y a des gens qui peuvent vous guider et que les gens, ils sont plus ou moins informés. Mais quand on prend le cas de l'Afrique, par exemple, ce n'est pas forcément le cas. Donc, des associations comme Allah, des structures qui ont été mises en place, que ce soit hommes ou femmes, peu importe, et qui ont cette vision de dire « Ah, tiens, ça, ce sera ma contribution pour démocratiser le numérique, par exemple, dans mon fief, dans ma région, dans mon pays. » C'est comme ça que je pense que ça va marcher. Alors, Rodia est en train de nous dire que si rien n'est fait là où vous êtes, amis téléspectateurs, sachez que vous pouvez prendre les choses en main, même si vous avez le sentiment d'avoir deux bras gauches, comme on dit trivialement, au début, mais c'est surtout l'intention qui compte. Après, ce qui suit, ça dépend vraiment du parcours, des rencontres que l'on fait et des opportunités. Si vous le voulez bien, on va bientôt devoir sortir de ce sujet-là, mais j'aimerais quand même que vous nous parliez de ce trophée. Vous avez reçu un trophée. Est-ce que, pour vous, ça fait toute la différence? Ou est-ce qu'il y a longtemps que le trophée aurait dû arriver? Comment est-ce que vous avez vécu ces choses? Excellente question. Il n'y a que des excellentes questions. Il n'y a que des excellentes questions et je confirme. Vous savez, je suis en admiration toujours avec Lady et je vais faire la parenthèse. Je ne rougirai pas. Il ne faut pas rougir. Non. Parce que, oui, le trophée, c'est vraiment quelque chose qui vient à point parce que aujourd'hui, on est en train d'essaimer la solution Paris-Pied d'immeuble numérique. Ce trophée probablement va nous permettre d'aller au-delà parce qu'on a déjà commencé entre le 18e, 19e et 17e arrondissement dans les quartiers politiques de la ville. L'objectif aujourd'hui est de pouvoir accompagner encore plus de personnes au niveau de Paris, Île-de-France et voire même, pourquoi pas, toute la France. Ce sont des ambitions. En fait, un message pour la jeunesse en France, en Europe, en Australie, en Afrique. Ayez foi en vous. Cette association est née d'une volonté pour pouvoir aider quelques personnes
Aujourd'hui, on nous a donné le trophée de l'ESS. Vous imaginez, trophée social et solidaire et même aujourd'hui durable. Ça signifie que de notre engagement personnel, où on a commencé par du bénévolat, on a réussi à graver les échelons jusqu'à avoir nos bureaux à nous, jusqu'à avoir des postes salariés, jusqu'à avoir stabilisé la solution et voir comment on peut, de par cet entrepreneuriat social et solidaire, créer d'autres postes salariés. Parce que les enjeux aujourd'hui, ce sont des enjeux digitales. Cette transition digitale permet à des jeunes qui sont en train de se poser des questions, de créer leur boîte dans l'ESS. Quand on crée sa boîte dans l'ESS, on a la possibilité de se battre et exister. Parce que ce sont les nouveaux métiers. Il y a 20 ans, c'était la transition digitale. Là, actuellement, il y a 1 an et demi, c'est l'intelligence artificielle. Il faut aller se former. Formez-vous, formez-vous, formez-vous. Former coûte quelque chose, parce que l'appel que vous lancez aux jeunes, se former coûte quelque chose. Quel message adressez-vous à ceux des jeunes qui n'ont pas les moyens de pouvoir acquérir cette formation puisqu'elle coûte quelque chose? Elle coûte quelque chose. Se rapprocher des institutions. Quand je dis institutions, c'est-à-dire qu'il y a des associations comme l'association Alaï. Oui. Il y a par exemple... Vous étiez à Dakar, qu'avez-vous constaté sur le terrain récemment, justement, en termes d'offres des structures, des associations, pour pallier aux besoins? Il y a beaucoup de besoins. Il y a beaucoup de différences entre les institutions et le public. On voit ici, il y a cette fracture qui commence à être de plus en plus comblée. Mais au niveau, par exemple, du Sénégal ou bien d'Abidjan, ça fait 2 semaines que j'étais à Abidjan aussi, le fossé est énorme. Par contre, la chance que l'Afrique a, c'est que l'Afrique a 70% de jeunes. La force de la jeunesse, c'est que la jeunesse apprend rapidement. Là où on a eu presque 10 ans de transition, avec les jeunes qui s'adaptent rapidement à cette éducation populaire de la transition digitale, on peut avoir des génies de la Silicon Valley. Moi, je ne rêve pas, parce que je sais que cette jeunesse planétaire, cette jeunesse de l'Afrique, et voire même cette jeunesse de la banlieue parisienne, ou bien du 18e arrondissement, notre cher 18e, a la force de pouvoir changer les choses. Moi, je donne un exemple. Oui. Un exemple, juste un petit exemple. J'ai eu une certification HEC. 0 € parce que je l'ai suivi en ligne et j'ai réussi à avoir cette attestation, cette certification. Ces jeunes, je leur dis, vous utilisez, vous consommez le numérique. Changez votre manière de consommer le numérique et allez prendre ces diplômes et justifiez-vous pour pouvoir travailler. On vous ouvre ces portes. Le numérique aussi, il y a beaucoup de positifs. Alors, étudiez. J'ai une pépite pour vous et vous faire plaisir dans cet appel que vous lancez aux jeunes. On sortira de cette émission en vous remerciant, Anna Mbengue, d'être venue nous parler de l'association Alaï. Christophe Doligé, conseiller numérique, pour votre empathie. Cela compte quand on pense qu'il n'y a pas que les compétences techniques. Et Rodiamba est chef d'entreprise, membre de Business Femmes Actives. Je voudrais que nous sortions de cette émission, donc avec une vidéo que tout le monde pourra regarder pour parler de certains jeunes qui s'appellent Titus. Et vous verrez, je vais quand même vous dire 2 mots dessus, c'est e-mentor avec cet outil qui permet d'apprendre, de continuer la formation, sa scolarité, quand on se trouve dans une zone qui, pour des raisons diverses, que ce soit l'inaccessibilité de l'électricité ou alors des situations difficiles aussi vrai qu'il le décrit dans cette vidéo. Et il a donc cet outil qui s'appelle e-mentor, c'est un moyen d'apprendre à distance. Et ce n'est pas que pour les jeunes, parce que vous parliez tout à l'heure, la maman que vous étiez en congé de maternité, qui ne s'est pas reposée pendant son congé de maternité, qui a, après avoir accouché d'un bébé, accouché de ce que vous avez proposé. Les femmes ne dorment jamais, ce sont de véritables abeilles. Et les jeunes reprennent à leur compte justement cet outil numérique pour transformer le monde au sein duquel ils vivront. Donc, merci d'être venu encore une fois. Nous allons regarder Titus pour sortir. Et rendez-vous dans notre programme prochain. ladyvousécoute@gmail.com. Écrivez-nous. À bientôt. Bonjour, je m'appelle Abong Malien Titus et je suis le fondateur de e-mentor. Je viens du nord-ouest, d'une région du nord-ouest au Cameroun
Et là, au Cameroun, pour 6-7 ans maintenant, il y a une guerre. Et pendant cette expérience, en fait, il y a les étudiants qui ont perdu l'accès à l'éducation parce que leurs écoles ont été brûlées et attaquées pendant la crise. Et en voyant cette expérience, moi aussi j'ai vécu cette expérience quand j'étais en terminale. Mon dernier année à l'école, mon école a été attaquée par les combattants et j'ai perdu l'accès à l'éducation en fait pour 1 an.